Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. 1987, quelle année pour le Canada! La monnaie royale canadienne a présenté une toute nouvelle pièce, le UR. Dans notre province, la chaîne TV Ontario a lancé sa chaîne francophone TFO. Et à Toronto, la construction du Sky Dome a commencé. Voyons à présent quelles idées partageaient les députés. Que le député pose cette question au ministre pendant la période de questions. Question orale. Le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. En l'absence du Premier ministre, j'aimerais poser une question au ministre de l'Industrie, de la Commerce et de la Technologie. Le même ministre qui, lorsqu'il s'agit des employés de Firestone à Hamilton, de Goodyear à Toronto et des autres travailleurs à Lambton et dans l'est de l'Ontario, regarde la désindustrialisation de l'Ontario. Hier, on a entendu dans l'Assemblée législative, et ceci a été repris par les médias, vous avez indiqué à certaines industries que ce qu'on va perdre à la suite des négociations. Et vous avez donné une liste. Nous avons reçu une liste offerte par le député de Eglinton. Nous et toute la population de la province essayons d'obtenir des renseignements précis. De quelles industries parlons-nous? Combien d'emplois seront perdus? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, cette liste que j'ai citée hier faisait partie d'un rapport fédéral qui a été remise au Toronto Star il y a quelque temps. Il s'agit d'une liste des industries qui apparemment seraient touchées et d'autres industries qui vont bénéficier du libre-échange. Et je peux dire que nous avons l'intention de représenter la province de l'Ontario afin de savoir quelles industries vont souffrir, quelles industries vont bénéficier, et nous allons essayer de travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral pour déterminer si le libre-échange sera un bienfait pour la province. Monsieur le Président, c'est la même excuse donnée par le ministre des Richesses naturelles au moment où il avait abandonné l'industrie des produits forestiers. Et la question est, et maintenant vous répétez la même chose, je vais répéter la question, Monsieur le Président. Quelles compagnies, combien de travailleurs et quelles régions de la province seront touchées? Nous voulons des détails et je crois que la population de la province a droit à ces détails. Monsieur le Président, je sais que le député continue de parler de cette question de bois d'œuvre, mais je peux vous dire que ce sont vos cousins au gouvernement fédéral qui a vendu les travailleurs de cette industrie. À l'ordre. Je peux dire aux députés, à l'ordre. À l'ordre. Le ministre des Richesses naturelles, le député de Nipissing, vous gaspillez le temps de la Chambre. Réponse, Monsieur le ministre. Je peux dire à l'honorable député, comme je l'ai dit plus tôt, nous continuons à avoir des rencontres avec non seulement les responsables à Ottawa, mais nous continuons à contacter, à avoir des pourparlers avec les groupes, les commerces de l'Ontario, des groupes en général, juste pour savoir quelles sont leurs intentions et s'ils pensent qu'ils vont souffrir à la suite d'un accord de libre-échange. Et ce sont des études qui sont menées par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et d'autres groupes, et les informations sont communiquées à toutes les personnes concernées. Dernière question supplémentaire, le député de Cochrane Sud. C'est le même gouvernement qui, par écrit, le 26 septembre l'année dernière, avait accepté le tarif de 10 de 8 à 10 sur le bois d'œuvre, sachant très bien que cela va coûter 500 emplois
Vous l'avez accepté en secret. Vous avez refusé de dire à la population et à l'Assemblée de l'Ontario ce que vous avez accepté. Oui, eh bien, vous le dites à Ottawa. Eh bien, qu'en est-il des déclarations que vous devez faire à la population de l'Ontario, aux travailleurs de cette province, s'ils risquent de perdre leur argent, s'ils risquent de perdre leurs emplois ou si leurs communautés font face à des problèmes? Pouvez-vous dire combien d'emplois seront perdus, quelles compagnies et quelles régions seront touchées? Vous êtes le ministre, maintenant répondez à ces questions. Monsieur le Président, pour ce qui est de la question posée par le député, nous continuons de mener des enquêtes concernant toutes ces questions. Nous étudions toutes ces questions, nous remettons ces informations au gouvernement fédéral. Nous avons partagé nos recherches, nos conclusions avec la population de la province et nous allons faire de notre mieux pour protéger la population de la province et les emplois aussi. Une nouvelle question, le député de Lincoln. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et elle concerne une déclaration concernant la réouverture de la centrale de Lennox. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles autres possibilités il a étudiées pour la production de l'énergie dans l'Ontario, à part la réouverture de cette centrale? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je regrette que M. Taylor ne soit pas présent aujourd'hui parce que lui, il avait mené une délégation de la région de Kingston pour exercer une certaine pression sur moi en tant que ministre de l'Énergie et sur l'Hydro de l'Ontario pour la réouverture de cette centrale. Eh bien, essayez de vous mettre d'accord parce qu'on ne peut pas satisfaire ce député et vous. Et je peux vous dire qu'il est très heureux que nous avons pensé que c'est une bonne idée d'ouvrir la centrale de Lennox afin d'accorder ces emplois ici et encourager la création de ce 1000 mégawatts d'électricité de supplémentaire. Je suis assez surpris que vous n'ayez pas fait part de vos préoccupations à ces députés. Question supplémentaire. Alors, je suppose, Monsieur le Président, qu'on n'a pas étudié d'autres possibilités. J'aimerais parler d'un communiqué de presse émis par l'Hydro de l'Ontario en octobre 86 concernant un accord qui a été signé entre l'Hydro de l'Ontario et l'Hydro-Québec. On dit que cet accord est rentable et c'est l'option la plus pratique compte tenu des autres possibilités que nous avons étudiées, y compris la réouverture de la centrale de Lennox et la centrale de... C'est ce que Tom Campbell avait dit. Dans la déclaration effectuée hier, le ministre avait donné plusieurs raisons. J'espère que vous arrivez à la question. Comme question supplémentaire, j'aimerais demander au ministre quelles questions il avait pour outrepasser les opinions de M. Campbell d'il y a quelques mois, 7 mois plus précisément, et adopter une option qui est plus coûteuse et qui risque de causer davantage de dégâts à l'environnement. Eh bien, Monsieur le Président, c'est ce même député qui disait que ce gouvernement n'a aucun contrôle sur l'Hydro de l'Ontario. Eh bien, décidez-vous, est-ce que je peux influencer M. Campbell ou non? Le fait est, c'est que vous ne pouvez pas avoir la pomme et le paradis. Il faudra prendre des décisions importantes et c'est ce que ce gouvernement a cru bon de faire. Et d'autres possibilités sont étudiées encore. J'ai expliqué, pas plus tard que hier, que nous avons ouvert 3 centrales hydroélectriques dans le nord de l'Ontario. C'est quelque chose qui n'a jamais été étudié pendant très longtemps. Il y a eu des centrales ouvertes à Chapleau qui va produire de l'électricité à partir du bois. Nous avons étudié d'autres possibilités pour produire de l'électricité. Vous n'avez vu que le début de ce que ce gouvernement a intention de faire pour assurer qu'au cours de 20 prochaines années, que l'industrie reste ferme et progresse dans cette province. Et nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour protéger les emplois dans cette province. Et c'est ce que je vais faire. Dernière question supplémentaire. Eh bien, c'est de la foutaise. J'ai entendu dire que le ministre de l'Énergie a choisi une centrale qui coûte plus cher et qui nuit à l'environnement. C'est ça le genre de contrôle que le ministre de l'Énergie peut exercer auprès de l'Hydro-Ontario. Je me demande si le ministre a choisi une autre
possibilité, c'est-à-dire de mettre sur pied la centrale de R.L. Hearn, où il y a 1200 mégawatts d'énergie qui seraient alimentés par des sources, par exemple, à gaz naturel, qui proviendraient par le truchement d'entente provenant de la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui aurait moins d'émanations en soufre et que s'assurer des emplois. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi cette possibilité-là, le ministre? Eh bien, Monsieur le Président, nous avons examiné toutes les possibilités et le commentaire que vous formulez, c'est-à-dire qu'il y aurait plus d'émanations, n'est pas du tout vrai. Et vous devrez le comprendre dès le départ. L'Hydro-Ontario doit se conformer au règlement imposé par le ministre de l'Énergie. Et c'est ça ce qu'ils vont faire. Ils vont se conformer au règlement. Et vous devez vous rappeler que nous parlons d'une centrale qui pourrait travailler 25 ou 30 journées durant la période indiquée, et vous ne comprenez pas cette situation, et c'est pourquoi vous ne comprenez pas non plus que nous sommes vraiment engagés à assurer une énergie pour le peuple de cette province. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le Président, je voudrais parler de l'écart du traitement qui est offert aux personnes qui ont de l'argent et ceux qui sont moins bien munis. Est-ce qu'il est au courant du fait qu'au centre Park Plaza chirurgical, qui est un centre privé pour les personnes qui souffrent de maladies de l'œil et ont besoin d'intervention chirurgicale, est-ce qu'il est au courant du fait que les patients du Dr. Harold Stan, qui est le directeur de l'ophtalmologie à l'hôpital Scarborough, reçoit un formulaire que j'ai remis au ministre? Ce formulaire indique aux patients de Dr. Stein qu'ils aient trois possibilités, soit d'effectuer leur chirurgie au centre Park Plaza, ça va coûter 700 $ par œil, et dans le cas du patient dont nous faisons allusion, ça coûterait 1400 $, ou ces personnes-là devraient attendre 3 ou 4 mois pour les personnes en bonne santé, ou 6 ou 7 mois qui sont pour les patients qui sont à l'hôpital. Est-ce qu'il est au courant de ce fait? Et s'il l'est, qu'est-ce qu'il va faire, le ministre? Eh bien, Monsieur le Président, je suis au courant de cette situation parce que le leader du troisième parti, je pense, m'a parlé hier et m'a offert un exemplaire ou une copie de ce formulaire et qu'ils avaient l'intention de soulever cette question lors de la période des questions aujourd'hui. Il m'a fourni ce document et ce n'était pas un article dans le Toronto Star, mais c'était un membre des médias. Mais je suis maintenant au courant de ce formulaire. C'est un exemplaire du document que j'ai reçu hier. J'ai entamé une enquête, mais je n'ai pas reçu des renseignements supplémentaires, sauf que je comprends qu'il y a plusieurs interventions qui ont lieu à ce Park Plaza, qui est une installation privée, comme vous l'avez indiqué. À part ça, je ne puis pas vous fournir des renseignements supplémentaires. Eh bien, question supplémentaire. J'aimerais demander au ministre, et c'est peut-être à propos parce que nous parlons ici de l'anniversaire du projet de loi 94 et il s'agit là de la campagne électorale en Grande-Bretagne, lorsqu'on voit que le système de santé en Angleterre permet aux riches d'avoir accès à des services qui sont différents que ceux qui doivent dépendre du système public. Alors, il me semble ici qu'il s'agit là d'un système de santé à la Thatcher qui
permettre aux personnes qui ont de l'argent, qui sont riches, vont recevoir des soins beaucoup plus rapidement par rapport aux personnes qui dépendent du système public. Et ce médecin en particulier fait partie de ce système public. Est-ce que le ministre ne se préoccupe pas de ce système et qu'est-ce qu'il va faire pour arrêter une telle tendance? Le ministre, eh bien, j'ai indiqué aux députés qu'on m'a informé de ce fait par deux membres du tierce parti ou des intervenants et maintenant le leader du tierce parti aujourd'hui. Et j'ai effectué des renseignements préliminaires par rapport à cette question. Je puis vous dire qu'une des questions que dont nous avons discuté entre nous, c'est-à-dire entre les ministres de la Santé à travers le Canada, étaient les conséquences de nos programmes par rapport à la loi sur la santé au Canada. Et nous n'avons pas su tenir compte de toute cette question pour ce qui est d'essayer d'accorder ce que nous faisons au fédéral avec le provincial. Le député fait allusion à cette question de conflit pour une personne qui travaille dans un hôpital public tout en ayant une clinique privée. Mais je puis dire aux députés que je n'ai pas formulé une conclusion. Comment essayer de résoudre cette question? Parce qu'il semblerait ici qu'il s'agit là d'un conflit. Dernière question supplémentaire. Eh bien, le ministre indique qu'il est au courant de cet exemple et d'autres exemples qui existent à travers la province. Et puisqu'il y a une tendance assez sévère, et il en a discuté avec ses homologues au niveau fédéral et provincial, puisqu'il est au courant de cette difficulté et puisqu'il sait que les patients doivent payer de l'argent à l'avance afin d'avoir des soins plus rapides, les personnes qui ont plus d'argent peuvent recevoir des soins chroniques plus rapidement. Eh bien, qu'est-ce que le ministre va faire pour rendre le système plus équitable afin de nous assurer que nous ne vivons pas dans une province où les soins qui sont offerts dépendent de la possibilité de payer? Nous ne voulons pas créer un système à la Thatcher où les personnes qui ont de l'argent reçoivent des meilleurs soins que les personnes qui ne peuvent pas payer. Le ministre, comme l'honorable député a une tendance à faire, c'est qu'il interprète mal ce que j'ai indiqué. J'ai indiqué que lorsque j'ai discuté avec mes homologues, on a tenu compte du fait qu'il y a plus en plus de cliniques privées. Et il me semble que le leader du tierce parti essaie de jouer un peu avec mes propos. C'est comme ça qu'il agit. Tout ce que je puis dire, c'est une question que nous avons soulevée et ça nous préoccupe pour ce qui est de les conséquences par rapport aux hôpitaux publics et les autres domaines. Et je pense que les discussions avec mes homologues indiquent que ces questions sont plus faciles à m'indiquer que de les soulever au sein de l'Assemblée législative. Alors, je pense que peut-être les personnes du troisième parti voudraient formuler des recommandations. Et vous savez que j'accepte très facilement ces propos et je voudrais bien écouter ces recommandations. Nouvelle question. Le ministre de la Santé va créer une situation extrêmement difficile. Maintenant, je vais passer au ministre de l'Énergie. Il est au courant d'un aspect de l'énergie, surtout la gaz naturel. Je me demande si le ministre pourrait expliquer pourquoi les consommateurs en Ontario, les résidents de l'Ontario payent jusqu'à 6 $ et 10 sous pour 1000
pieds carrés pour le gaz naturel lorsque nous savons qu'en Alberta vend aux États-Unis le gaz naturel à ses amis au sud et à d'autres juridictions pour 1,80 $ pour le même montant. Le ministre, je voudrais indiquer que la première chose que le député voudrait faire, c'est d'essayer de faire une comparaison entre les torchons et les serviettes. Il parle des questions de vente en détail et de vente en vrac. C'est vraiment une comparaison entièrement idiote. Alors, pour ce qui est le gaz naturel, nous avons indiqué qu'au sein de notre province, lorsque nous voulions acheter du gaz directement de l'industrie ontarienne, qu'on permettrait à cette province d'avoir des contrats directs avec les producteurs dans l'ouest du Canada. Et c'est vrai, ceci a eu lieu. La Commission de l'énergie de l'Ontario a indiqué aux distributeurs de l'Ontario de négocier de nouveau les prix pour les résidents et les petits consommateurs qui sont les personnes qui consomment le plus de gaz en Ontario. Il y a aussi une difficulté pour ce qui est des prix, les différents niveaux de prix provenant des producteurs. Nous avons écrit à M. Mass et il est au courant de ce fait. Et bien sûr, l'initiative prise par la province de Manitoba est très bonne et nous allons faire tout dans notre pouvoir pour protéger les consommateurs. Nouvelle question. Ça m'étonne que le ministre de l'Énergie est tellement défensif. Et ça m'étonne qu'il essaie de se protéger lorsque son sous-ministre, M. Duncan Allen, a indiqué qu'il pensait qu'un résident de Toronto pourrait payer jusqu'à 5,80 $ lorsque maintenant j'ai une facture qui indique qu'elle devra payer 6,10 $ et dans à une pâté de maison, il pourrait payer jusqu'à 3 $ sur le marché noir, disons. Et je pense que le ministre ou le sous-ministre, qui est très connu, a indiqué exactement la même chose que moi j'indique, c'est qu'il y a une certaine tendance. J'aimerais demander le ministre ce que le gouvernement de l'Ontario tente de faire afin d'assurer que les résidents, les propriétaires, les consommateurs, le peuple de l'Ontarien, pas les personnes qui peuvent rassembler leurs services publics, pas les commissions scolaires. Qu'est-ce que vous allez faire pour le citoyen ordinaire afin d'assurer que la déréglementation va faire quelque chose pour eux et non protéger les grands canons, les gros canons? Le ministre, le leader du troisième parti, essaie toujours de formuler des propos assez élégants, et c'est ça ce qu'il a le droit de le faire. Mais je voudrais dire que nous n'allons pas permettre aux industries, les grosses industries, de bénéficier des consommateurs afin de payer des prix plus élevés. Nous avons entamé des nouveaux pourparlers avec l'ouest du Canada et vous devez vous souvenir, vous étiez là lorsque vous étiez mis contre ma proposition d'être autour de la table de négociation. Maintenant, nous avons entamé ces négociations et nous faisons tout dans notre pouvoir afin de protéger les consommateurs et nous le faisons. Dernière question supplémentaire. Je me demande si le ministre peut nous dire s'il est en train de protéger les consommateurs et s'il est vraiment le protecteur des consommateurs de l'Ontario, s'il est tellement efficace, pourquoi est-ce que la personne qui a reçu cette facture, que je connais très bien, qui habite à 54 Langmuir Crescent, ça date du 1er juin, c'est ma propre facture. Eh bien, pourquoi est-ce que ma facture indique un prix de 6,10 $ pour 1000 mètres
carré. Et si vous défendez les intérêts des consommateurs, tout comme le gouvernement du Manitoba le fait, pourquoi est-ce que vous ne protégez pas les consommateurs? Monsieur le Président, il semble très clair que le député n'accepte pas que nous mettons sur pied certaines initiatives. Nous ne voulons pas participer aux déréglementations qui a eu lieu dans les provinces productrices selon le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour ce qui est de la production de ce gaz. Ils ont indiqué que ce gaz serait vendu aux États-Unis à un prix moins élevé qu'à d'autres provinces au Canada. Nous avons mis sur pied des initiatives afin d'assurer que ceci ne soit pas le cas. Si vous payez $6.10 chez vous, je puis vous dire qu'un peu plus loin, vous paierez $7.80. C'est une tendance qui a eu lieu et nous sommes en train d'assurer que les distributeurs de gaz naturel en Ontario d'entamer des pourparlers pour les contrats avec les producteurs lorsque le gouvernement a entamé des nouvelles négociations à l'époque. Alors, j'explique comment une telle situation a eu lieu sans m'excuser ou excuser autrui. Nouvelle question, député de Parry Sound. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Durant la campagne électorale, le Premier ministre a fait en sorte que tout le monde devrait avoir accès aux universités. Ce matin, l'Association de la faculté universitaire a indiqué que ce nouveau formule pour l'octroi des fonds fait en sorte que les personnes ou les étudiants qui voudraient aller à l'université seraient rejetés de ces universités. Et pourquoi, si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous avez promis une telle chose lors de la campagne électorale? Le ministre, je suis heureux que le député de Parry Sound ait répondu à cette question. C'est parce que lui, il n'assistait pas à une conférence de presse. Il assistait à l'association des facultés des universités qui indiquait que cette question d'accessibilité ferait en sorte que les étudiants qui sont compétents et qualifiés pourront aller à l'université. Eh bien, mon collègue de Scarborough-Ellesmere fait que de crier. Le ministre. En même temps, j'ai fait une déclaration que le gouvernement a l'intention d'octroyer un taux moyen, une augmentation dans le système dont les universités vont recevoir les bénéfices en septembre 87. Question supplémentaire. Ma question est la suivante. À la même conférence, le Dr Starkey a fait allusion à votre fonds d'accessibilité. C'est un miroir aux alouettes. Et lors de vos déclarations pour ce qui est des fonds, le Dr Starkey a indiqué que le gouvernement a maltraité ses propos. Lorsqu'on essaie d'imposer un seuil, on impose un seuil où il y a de l'ordre de 3 %. Toutefois, il y a 7 % des étudiants qui voudraient aller aux universités. Alors, il y a un écart de 4 %. Pour ce qui est de ce fonds d'accessibilité de 25 millions de dollars, il s'agit là d'1 % pour vos octrois en général. Comment est-ce que ça va tenir compte du fait qu'il y a une augmentation de 7 % pour ce qui est des étudiants qui voudraient aller à l'université? Le ministre, mon collègue fait allusion à la déclaration du président de l'Association des facultés des universités. Il joue un jeu de politique. Alors on joue aux politiques, à jeu de politique. Okufa a décidé que cette association va mener une campagne publicitaire en indiquant comment les étudiants seraient effectués en septembre 87. Où est-ce qu'ils font leur campagne publicitaire? Dans les journaux ethniques, surtout dans la communauté italienne. Eh bien, c'est bien intéressant.
Ce que nous voulons dire, nous, c'est que nous voulons assurer qu'il y ait des places pour chaque étudiant. Nous fournissons les fonds nécessaires et pour la première fois depuis des années et des années, nous débloquons les fonds nécessaires afin de construire les bâtiments que dont les étudiants vont se servir afin d'étudier leurs cours ou de suivre leurs cours. Si vous permettez, ce serait assez sympathique que vous laissiez la possibilité au député de Hamilton West de poser sa question. Monsieur le Président, je me demande qui joue au jeu de politique ici. Vous posez la question à quel ministre? Vous adressez la question à qui? Ma question s'adresse au ministre qui vient d'avoir la parole, le ministre des collèges et universités. Et j'aimerais justement savoir ce qu'il pense concernant le jeu de la politique avec cette question. Il sait qu'il a mis sur pied une formule qui met un seuil, une limite pour le nombre des universités d'inscription à l'université, mais en plus pénalise si l'on dépasse de 3 ces inscriptions. Et on ne parle pas de 2000 étudiants, mais il va de 5000 étudiants qui sont menacés, en fin de compte. Alors, j'aimerais savoir si, en fin de compte, le ministre ne se préoccupe pas sincèrement de l'utilisation de cette formule et que les universités prennent ceci peut-être au sérieux et que non seulement il a rédigé une lettre pas particulièrement polie au président de l'université, mais en plus, il y a quelques jours, il a pu avoir une rencontre déjeuner et ensuite, il fait semblant de ne pas être en train de jouer à la politique. À l'ordre, réplique. Monsieur le Président, je ne vais pas dire que mon collègue a représenté les faits sous un jour erroné. C'est juste que les faits sont erronés. Il y a deux choix. Soit il ne comprend pas les nouvelles formules de financement, ou bien il est en train de nous montrer qu'il ne la comprend pas. Eh bien, Monsieur le Président, manifestement, la réponse ne les intéresse pas, mais moi, je vais essayer quand même. Il existe 5 critères à cette campagne de financement. Premièrement, c'est l'exploitation. Ceci offre un couloir. Ensuite, on a une enveloppe d'accessibilité. Il y a 2 mois, avant de rencontrer le président, on m'a dit qu'il se peut qu'il y ait une augmentation des demandes. Je suis allée chercher le conseil du Conseil sur les universités de l'Ontario, organe séparé et indépendant, et je lui ai demandé quoi faire. On m'a remis leurs propositions. On a accepté leurs recommandations, sauf qu'on a dit que ça n'allait pas assez loin. Il fallait faire plus, et on a donc compris les étudiants du second cycle pour s'assurer que les étudiants du second cycle ne se voient pas refuser l'accès à l'université parce qu'il manque de fonds supplémentaires. Eh bien, Monsieur le Président, s'il veut se vanter concernant ce programme contradictoire, mais d'un côté, on félicite les universités de réduire l'accessibilité et d'un autre côté, on dit qu'il faut ajouter tant parce qu'on va leur offrir plus d'argent si ils acceptent plus d'étudiants. C'est une situation qui va vraiment à l'encontre de toute logique. Si le ministre veut traiter de cette question d'accessibilité, permettez-moi de lui poser cette question. Combien de fonds vont être utilisés cette année, l'année prochaine, non seulement pour venir en aide aux étudiants qui s'intéressent à l'université, mais en plus divers groupes ethniques, portugaises, italiennes, franco-canadiennes et grecques, qui ont peut-être un accès à l'université qui est représentatif de la moitié du reste de la population. Monsieur le Président, je respecte beaucoup mon collègue de Hamilton, mais j'aimerais lui dire qu'en fin de compte, c'est vraiment très simple. C'est pas du tout contradictoire. Il sait fort bien, par ailleurs, que, ou plutôt,
Il a déjà eu la possibilité de lire la lettre que j'ai envoyée au conseil qui sont responsables des affaires universitaires. Il sait que cette approche susmentionnée va leur venir en aide aux étudiants. Et il sait que c'est pourquoi nous allons procéder de la sorte. Il sait aussi que cela est tout à fait logique d'avoir un système qui enveloppe le tout parce qu'on examine tout le système et c'est exactement ce qui va se passer en 87. Et lorsqu'il dit, lorsqu'on aura résolu cette question-là, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres personnes? Eh bien, je lui ai dit à plusieurs reprises que cette année, nous allons augmenter les fonds à l'OSAP de quelque 17 %, c'est-à-dire les prêts étudiants de l'Ontario. Et je suis très heureux de pouvoir le faire et d'offrir des fonds supplémentaires pour les étudiants ontariens. C'est du jamais vu. Nouvelle question. Député de Cochrane Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, les étudiants se voient refuser l'accès à l'université par les libéraux. Vous avez une question à poser? Elle s'adresse à qui? Étant donné que le Premier ministre n'est pas là, ma question s'adresse au ministre de la Technologie et du Commerce. Le ministre qui, en fin de compte, a vendu les intérêts des bûcherons dans le nord de l'Ontario, qui a nié la possibilité de travailler à divers autres travailleurs, que ce soit les travailleurs de Goodyear à Hamilton ou Toronto, pour ne citer que quelques exemples. Alors, à titre de question, j'aimerais savoir si le ministre peut nous expliquer quel est le sens de cette citation qui a été prononcée en juin. Il s'agit d'une phrase seulement. Est-ce que le ministre peut nous expliquer le sens de cette citation? Qu'est-ce qu'il fait? Je cite, « Nous travaillons étroitement avec les syndicats et le gouvernement pour nous assurer que certaines mesures sont prises qui nous permettront de ne pas avoir la surproduction. » Vous faites allusion à l'industrie de l'automobile. Ferme de citation, est-ce que vous pouvez nous dire ce à quoi vous faites allusion? Suffit, votre question a été posée. Le ministre, je suppose, comme je l'ai indiqué, que nous travaillons ou collaborons étroitement avec les syndicats et l'industrie afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de surproduction. Et comme le Premier ministre l'a indiqué l'autre jour, en somme, il y a 3 choses dont nous discutons avec le gouvernement fédéral. La première chose, c'est que nous voulons remettre sur pied le système de vérification des voitures importées dans notre pays. Deuxièmement, nous voulons obtenir une promesse de producteurs d'automobiles étrangers de bien veiller à ce que les normes soient respectées, entre autres certaines normes stipulées dans le pacte de l'automobile. Troisièmement, nous voulons nous assurer que la productivité de l'industrie automobile du Canada soit améliorée. Supplémentaire. Il est évident que le ministre est en train de dire quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Alors, juste pour venir un petit peu ici en aide au ministre, en avril 87, les voitures importées ont baissé, c'est-à-dire que les exportations sont de l'ordre de 218 millions de dollars. 15 membres du Congrès des États-Unis sont venus pour indiquer qu'il fallait baisser la production des automobiles et des pièces automobiles au Canada. Et pour ce qui est de la troisième question, donc, elle est déjà ratée. Et déjà, à Pickering, on a pu voir quelques 300 emplois de perdus. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose étant donné le fait qu'on ne construit pas de nouvelles usines? Qu'allez-vous faire parce que des emplois sont perdus? Qu'est-ce que vous allez faire pour les travailleurs qui connaissent des temps difficiles? Rien. Qu'est-ce que vous faites? Le ministre, vous savez, lorsque ce député déblatère à toute allure, comme ça, il prend la parole, je me demande franchement si lui a réfléchi à ce qu'il dit. Je dois dire que l'Ontario n'a jamais connu une création d'emplois comme elle en connaît en ce moment. Jamais avons-nous connu de tels taux de chômage si bas. Ce gouvernement a fait beaucoup plus que ce que vous n'avez fait pendant toutes vos années de règne. Les choses sont fort bonnes et vous le savez d'ailleurs. Nouvelle question. Député de Cochrane Sud a posé sa question à l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question, député de Oakwood.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre, au trésorier, étant donné que le ministre du Logement et le Premier ministre ne sont pas là. Je vous ai envoyé plusieurs documents, des renseignements. L'une s'appelle comparaison. C'est une comparaison. Il s'agit de 2 lettres de locataires qui habitent au 1969 rue Eglinton West. Et on peut voir, Monsieur le Trésorier, que cette lettre a demandé aux locataires de payer 2 560 $ de pas de porte avant même de pouvoir avoir l'appartement. Je trouve que c'est un crime et elle va remettre un chèque qui représente le premier et dernier mois du mois, c'est-à-dire 480 fois 2, en plus de certains frais fixes, c'est-à-dire 1 000 $. Monsieur le Trésorier, vous savez que c'est quelque chose d'illégal. Est-ce que vous demanderez, s'il vous plaît, au ministre du Logement de mener une enquête immédiate parce qu'il y a beaucoup de locataires qui souffrent? Le ministre, je vous remercie de m'avoir envoyé ces documents. Je vais certainement parler au ministre du Logement et il sera en mesure de faire rapport dès que possible. Supplémentaire, je crois que le trésorier devrait lui demander au ministre du Logement de faire quelque chose concernant les augmentations de cas où on voit des pas de porte, qu'il augmente donc les fonds pour pouvoir mener des enquêtes. Il n'existe qu'un enquêteur qui soit en mesure de faire ce travail pour l'instant. Est-ce qu'ensuite, on pourra mettre sur pied les mesures qu'il a promis de faire lorsqu'on a adopté le projet de loi 151 afin que les locataires connaissent donc leurs droits tels que stipulés dans la loi? Le ministre, je parlerai de vos préoccupations au ministre. Nouvelle question. Le député de Brampton. Monsieur le Président, j'ai reçu des commentaires de plusieurs personnes qui gèrent des garderies et il semblerait que les parents et ces gérants soient tout à fait heureux de la déclaration du ministre concernant les garderies, le financement offert aux garderies. J'aimerais donc adresser ma question ici au ministre, mais il semblerait que les échéanciers concernant les secteurs à but lucratif et non lucratif sont différents et j'aimerais savoir comment on peut expliquer ces différences aux personnes qui sont concernées. Monsieur le ministre, ceci a été déclaré il y a une semaine maintenant et ceci stipulait que les fonds seraient octroyés aux garderies à but non lucratif. Et ensuite, nous allons avoir des négociations à la fin de ce mois-ci et nous allons rencontrer tous les ministres provinciaux ainsi que le ministre au niveau fédéral pour en parler. À ce moment-là, nous pourrons octroyer des fonds directs aux garderies à but lucratif. Nous espérons que la période de temps qui s'écoulera donc entre ces deux discussions sera réduite au maximum. Le député Lincoln, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Je me demande s'il peut nous expliquer un petit peu la situation qui existe dans les hôpitaux, parce que on pourrait voir que les services de santé ne sont pas particulièrement bons. Il y a une détérioration à cause des temps d'études. Le ministre, il n'y a pas de détérioration à ce niveau. En fait, le nombre de services s'est accru et déjà, on a fourni une liste des secteurs qui sont touchés, des sections qui sont touchées. Il est vrai qu'il existe une entente parmi les participants, c'est-à-dire la faculté de médecine, ainsi que le conseil des enseignants en milieu hospitalier et les résidents. Et je crois que nous allons pouvoir avoir quelques 200 places pour les résidents. Eh bien, Monsieur le ministre, c'est déjà assez mauvais que l'on ait réduit le nombre de positions qui obtiendraient des finances ou des fonds.
Mais en plus, vous avez réduit le nombre de places qui seront financées par les conseils des hôpitaux, pardon. Pourquoi est-ce que vous avez l'intention de miner le système de santé dans les hôpitaux de notre province? C'est pas du tout ce que je fais. Il sait qu'il a tort de dire ça. En fait, nous tenons à venir en aide aux hôpitaux et nous avons injecté beaucoup de millions de dollars récemment et nous allons donc obtenir les fonds nécessaires pour savoir remédier à plusieurs problèmes qui existent dans le système des soins de santé. Il me semble d'autre part plutôt le député n'a pas indiqué au public qu'on a augmenté les fonds octroyés aux hôpitaux et d'autre part, il semble avoir oublié de dire qu'on a créé un cadre pour qu'on puisse avoir une participation accrue des étudiants au sein des services de santé et d'autre part, il ne semble pas comprendre que nous avons offert divers appareils pour les personnes malades dans notre province. Nous avons beaucoup fait pour accroître nos services. D'autre part, Monsieur le Président, vous ne voudriez pas que je ne termine pas mon explication, mais j'aimerais indiquer que notre budget a augmenté de plus de 11 milliards de dollars. Par conséquent, nous avons un ferme engagement concernant les soins de santé en Ontario. Député de Scarborough-West, nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Hier, mon collègue, le député de Essex North, a posé une question concernant un enfant qui avait subi des lésions au cerveau cérébral, donc, et j'aimerais indiquer que le sous-ministre de la Santé a indiqué qu'il y avait des services offerts à Hamilton et London. En fait, il s'agit ici seulement de 11 lieux en tout où dans le sud-ouest de l'Ontario, on offre des services pour les personnes qui souffrent de lésions cérébrales. D'autre part, on a indiqué que il y aura à peu près 325 personnes qui auraient besoin de soins spéciaux dans le sud-ouest de l'Ontario uniquement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce manque de services dans le sud de l'Ontario? Le ministre, eh bien, le député sait que, dans le fond, nous avons des services de réadaptation bien précis qui existent pour les personnes lorsqu'ils viennent d'être blessés ou opérés ou quelque chose comme ça. Il sait, d'autre part, que M. Hayes, le député de Essex North, a posé une question hier concernant une femme qui a été très malade en Grande-Bretagne et elle est revenue ici après avoir été hospitalisée pendant longtemps. Nous examinons donc la possibilité de créer des programmes pour les personnes qui ont été malades et qui ont donc contracté des lésions cérébrales. Mais je sais que certaines personnes ont été envoyées à l'extérieur de notre province. Je ne savais pas qu'en Alberta, il y a un centre de soins qui prodigue ce genre de soins. Mais j'aimerais indiquer que nous allons offrir des programmes en Ontario, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas dire exactement si de nouveaux programmes allaient être offerts ou non, du moins à l'époque. En fait, il y a quelques 16 000 personnes par année qui ont des lésions cérébrales, soit parce qu'ils ont eu un accident ou ils sont tombés ou pour une autre raison. J'aimerais faire allusion ici à une lettre qui a été envoyée le 15 mai 1987. C'est une lettre rédigée par Dr. Franks et qui travaille au Toronto Western Hospital. Il s'occupe justement des lésions cérébrales. Je crois, dit-il, que ce genre de commentaire ne va pas du tout venir en aide aux familles dont un membre a été blessé. Beaucoup de personnes risquent de se suicider et en plus, on peut voir qu'il crée des situations très précaires. Certaines personnes sont emprisonnées ou encore enfermées dans des asiles psychiatriques. Quand est-ce que le ministre va cesser ce genre de mauvais traitement que subissent ces patients? Le ministre.
j'aimerais indiquer, comme tout à l'heure, que nous sommes en train d'examiner les programmes que nous pourrions offrir pour les patients qui ont donc des lésions cérébrales. Nous sommes en train de voir ce qui s'offre ailleurs et nous allons voir quels sont les services que nous pourrions offrir donc à ces patients en particulier. Nous allons obtenir des commentaires plus précis et nous allons pouvoir donc voir ce qui est le plus efficace et ce que nous pourrions offrir pour voir si cela vaut la peine ou non de mettre sur pied ce genre de service dans notre province. Député de Parry Sound, nouvelle question. J'ai une question qui s'adresse au ministre des collèges et universités. Monsieur le ministre, est-ce qu'une famille monoparentale doit figurer à une émission de télévision pour s'assurer que les prestations offertes aux étudiants lui seront octroyées? Monsieur le ministre, eh bien, je suis vraiment heureux de voir les nouveaux talents qu'a découvert ou que s'est découvert mon collègue d'en face depuis qu'il est critique des affaires du collège et l'université. Or, la réponse est non. La question qui a été soulevée par Mme Milson hier à Metro Morning est une question très importante. Nous avons offert 4 millions de dollars en plus pour venir en aide aux familles monoparentales pour que ces parents puissent fréquenter l'université ou un collège. On a parlé de l'accès aux prêts une fois que les formalités aient été réglées. Et ce que j'aimerais dire à Mme Wilson et aux députés, que s'il y a un problème concernant la possibilité de poursuivre ses études, eh bien, je vais changer les critères. Monsieur le ministre, vous avez indiqué que ce nouveau programme allait permettre aux familles monoparentales donc de fréquenter les écoles. Vous avez augmenté de 7 000 $ à 8 570 $. Vous avez baissé les prestations de 8 000 $ à peu près à quelques 7 000 $. Monsieur le ministre, mon collègue de Parry Sound ne veut pas voir l'histoire au complet. Il refuse d'avoir une image complète de la situation. Si vous avez pu voir ce qui se passe exactement, si vous avez lu tout le livre, vous aurez pu voir que les familles monoparentales ont des problèmes avec le prêt offert par le programme des prêts étudiants. Et ce que j'aimerais dire à mon collègue, que si on ne réussit pas à remédier au problème, à ce moment-là, grâce à des mesures que l'on peut poursuivre au tribunal, à ce moment-là, on pourra avoir accès à d'autres fonds. Mais je crois que ce que mon collègue devrait savoir, c'est qu'alors que nous sommes en train de mettre sur pied un nouveau système amélioré, chaque étudiant peut soit utiliser l'ancien système ou le nouveau. C'est tout aussi simple que cela. Nouvelle question, le député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports et des Communications. Le ministre va se rappeler qu'il y a environ une semaine, l'adjoint parlementaire au ministre du Développement du Nord et des Mines avait déclaré que son gouvernement s'est engagé à la construction d'une autoroute à 4 voies, l'autoroute 11 à North Bay et l'autoroute 69 à Sudbury qui va coûter encore 180 millions de $. En réponse à ma question, le Premier ministre avait déclaré qu'il n'était pas au courant de cette déclaration. Je me demande si le ministre des Transports et des Communications sait de quoi il s'agit, si c'est vrai ou non que le gouvernement a l'intention de commencer la construction de ces deux autoroutes ou est-ce qu'on parle tout simplement d'une étude? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Nickel Belt pour sa question. On a parlé de cette question cette semaine. Peut-être qu'il n'écoutait pas ou peut-être qu'il n'a pas compris ou, comme je le soupçonne, il n'était pas là. Vous savez très bien qu'il essaie de dire que nous n'étions pas au courant de la déclaration. Bien sûr, nous le savons. Ce qu'il doit savoir, c'est que le ministre du Développement du Nord et des Mines s'occupe du budget pour le développement du Nord. C'est très approprié que l'adjoint parlementaire de faire une telle déclaration à la fois pour le programme de planification des deux autoroutes et les 10 projets importants dont on a parlé dans cette déclaration.
Question supplémentaire. Je suppose, quand vous ne savez pas quoi dire, vous usez des coups bas. Alors, ce que le ministre dit, c'est que le ministre déclarait, c'est que l'adjoint parlementaire parlait d'une étude qui a eu lieu. Monsieur le Président, le député doit savoir que pour ce qui est de la construction de chaque route, pour ne rien dire d'une autoroute importante, il y a une planification importante qui est exigée. Vous savez, si vous aviez une telle attitude à propos de 401 à côté de Windsor, on ne serait pas pris avec une facture pour les réparations aussi importantes. C'est le cas parce qu'on a mal planifié la route. Le député de Cochrane Sud, tout va bien? Ça va? D'accord. Merci. Nouvelle question, le député de Nipissing. J'aimerais qu'on comprenne, j'aimerais bien comprendre ce que vous dites, Monsieur le Président. Est-ce que vous dites que vous voulez avoir une étude sur une étude? Je n'ai jamais entendu parler avant l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement. Pourquoi on ferait une étude si vous n'avez pas l'intention de passer au projet lui-même? On aimerait bien savoir quelle est votre position. L'adjoint parlementaire du premier ministre avait déclaré que le gouvernement s'est engagé à dépenser les fonds nécessaires pour la construction de l'autoroute 11 et 69 à Parry Sound et à North Bay à partir de Toronto. Hier, le premier ministre avait dit non, qu'il s'agit des projets qui faisaient l'objet des études en conjonction avec d'autres projets dans le nord de l'Ontario. Étant donné que vous êtes le ministre des Transports et des Communications, de quoi s'agit-il? Monsieur le Président, le député de Nipissing doit savoir, étant donné qu'on est en train de compléter la construction d'une autoroute de 4 voies dans son comté, que vous n'allez pas comme ça à construire une autoroute. Je crois que je vais partager le choc du député de Nickel Belt compte tenu des déclarations contradictoires qui ont été faites. Et la population du Nord aussi est très surprise. Je peux vous dire aussi que les maires, les conseillers municipaux et tout le monde devra recommencer le processus de pression encore une fois. Parce que l'adjoint parlementaire, le ministre, le trésorier, le premier ministre ne comprennent pas encore les problèmes auxquels nous devons faire face dans le nord de l'Ontario. Ils ne sont pas prêts à faire un engagement. Est-ce que vous voulez bien convertir votre choc dans une question supplémentaire? Non, Monsieur le Président, je crois que ce n'est pas nécessaire. Nouvelle question, le député de Hamilton-Est. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Est-ce que le ministre peut expliquer le retard prolongé concernant les plans qui devraient être finalisés pour le centre de soins à Hamilton? C'est un retard qui inspire beaucoup d'inquiétudes aux communautés concernées. Le ministre doit savoir qu'il s'agit là d'un engagement du gouvernement de l'Ontario qui a été fait pour la première fois il y a environ 16 ans. Et il doit savoir que maintenant, ce sera impossible de commencer ce projet cette année. Monsieur le ministre, je ne sais pas si j'ai assez de temps, mais l'honorable député a soulevé cette question à plusieurs reprises. Je promets que je vais jeter un coup d'œil. Je comprends les questions qui ont été posées, qui ont été soulevées à propos des crédits supplémentaires qui peuvent être demandés pour faire progresser ce projet, et je sais que les personnes au sein de notre division des institutions analysent ce projet, et il y a d'autres personnes encore qui participent au développement de ce projet aussi. Je crois que le ministre a parlé un peu de la question supplémentaire. Il n'a pas dit à quoi on peut attribuer le retard. Est-ce que je peux lui demander si l'engagement de 10 millions de dollars, c'est-à-dire 2 tiers des frais totaux, engagement pris par l'ancien gouvernement, est-ce que cet engagement qui a un retard de 3 ans, et vous savez que maintenant, il y a un montant de 12 millions de dollars qu'il faut, est-ce que vous essayez de miner ce projet et essayez de payer moins que ce que l'ancien gouvernement avait promis? Monsieur le Président, l'annonce sur la planification est importante.
afin qu'on puisse déterminer quel serait le montant approprié. C'est la réponse que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner une réponse plus concrète là-dessus. Nous devons étudier à quelle étape on est rendu pour ce qui est de la planification. Nous devons essayer de déterminer à quoi serviront ces fonds. Nouvelle question, le député de Durham-Est. Ma question s'adresse au ministre des Services correctionnels. Monsieur le ministre, comme vous le savez très bien, à la fois dans les prévisions budgétaires et à plusieurs reprises et par plusieurs lettres, je vous ai posé des questions à propos des comités d'inspection concernant les prisons dans la province de l'Ontario. Et étant donné votre réponse, que je considère inadéquate, je voudrais que vous assurez, la Chambre et moi-même, que vous allez faire rapport de ces rapports. Vous allez déposer ces rapports afin que moi, je puisse les étudier. Monsieur le Président, je serais très heureux de pouvoir remettre ce rapport. En fait, j'ai reçu 2 rapports aujourd'hui et je serais très heureux de pouvoir le remettre à l'honorable député. Question supplémentaire. Est-ce que le ministre pourrait me faire part de ce qu'il a fait depuis le temps qu'il est devenu ministre, me faire part des réponses qu'il a données compte tenu des demandes précises du comité? Monsieur le Président, je serais très heureux de pouvoir le faire. Nous répondons à toutes les questions qu'on nous a posées et dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de travail à faire et nous essayons d'indiquer quand ce travail sera fait et l'importance ou l'envergure des rénovations des services correctionnels. Je serais très heureux de pouvoir remettre